Bonsoir à tous. Je suis très heureuse et profondément honorée d'être là ce soir et je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cet événement qui nous donnent l'occasion en 7 minutes de présenter des thèses qui ont duré sans doute beaucoup plus longtemps. La mienne portait sur la Lettonie soviétique dans les années 40. C'est une thèse d'histoire. Et pour vous présenter l'intérêt que j'ai eu et le plaisir que j'ai eu à faire ce sujet, j'aimerais d'abord vous raconter 2 rencontres que j'ai eu l'occasion de faire en Lettonie. Ces 2 rencontres sont avec 2 femmes, Silva et Diana, qui sont toutes les 2 nées dans les années 1930 en Lettonie et qui ont toutes 2 été déportées en 1941 en Sibérie avec leur famille par Staline. J'ai donc eu l'occasion de faire des entretiens avec elles. Et plus que le récit qu'elles m'ont délivré, j'aimerais vous raconter les conditions de la restitution de ce récit. La première, Silva, est enjouée, dynamique, vive, cohérente. Elle parle plus de 2 heures, il suffit d'appuyer sur le bouton et en général, elle est capable de nous raconter sa vie pendant des journées entières. Diana, à l'inverse, Diana est extrêmement, hésitante. Elle a manque de cohérence. Elle fait des erreurs chronologiques. Elle ne cesse de me demander, mais quel est l'intérêt que je peux porter à sa vie ? Et la première question que je me suis posée après avoir fait ces 2 entretiens, c'est quels sont les facteurs qui expliquent cette profonde différence dans leur récit ? Évidemment, il y a de très multiples facteurs, les origines sociales, les conditions de vie, mais surtout l'un d'entre eux m'a plus intéressé que les autres. Silva a une mémoire individuelle et familiale qui s'accorde parfaitement avec la mémoire officielle en Lettonie. Elle a souffert des déportations staliniennes, elle est anticommuniste, anti-soviétique, et toute son histoire s'intègre très bien dans la façon dont la Lettonie, aujourd'hui, nous présente son histoire des années 40. Pour Diana, c'est plus compliqué, car Diana est d'origine juive. Et à peine une semaine après avoir été déportée en Sibérie, les nazis ont envahi son pays. Le reste de sa famille, qui n'a pas été déportée, a été exterminée à peine 2 semaines après cette invasion. Si bien que, pour Diana, même si elle ne le formule pas comme ça, il est presque évident que Staline, en la déportant, l'a sauvée malgré lui. Et c'est toute cette complexité de cette région, de cette Europe de l'entre-deux, qui ressort à travers ces 2 récits. Une Europe perpétuellement coincée entre nazisme et stalinisme, et avec des destins individuels tout aussi compliqués et hasardeux. C'est donc pour ça que je me suis intéressée à ce pays, non pas juste pour son histoire, mais aussi pour la mémoire conflictuelle qu'il suppose. Que s'est-il passé dans les années 40 ? Eh bien, en 1939, au moment où la guerre éclate, la Lettonie est un petit pays indépendant depuis environ une vingtaine d'années. Est signé le fameux pacte Ribbentrop-Molotov, l'alliance entre Staline et Hitler qui a déconcerté l'Europe et le monde. Et à ce moment-là, la Lettonie passe sous la sphère d'influence soviétique, mais grosso modo, rien ne change pour ce pays pendant environ 1 an. C'est en 1940 que les choses changent. En 1940, l'armée française est défaite en à peine quelques semaines. Et Staline se rend compte non seulement de la puissance de la Wehrmacht, mais se rend compte aussi du désir évident d'Hitler d'un jour se retourner contre son pays. Pour cette raison, il décide d'annexer dans l'urgence les 3 pays baltes, la Lettonie et ses 2 voisins, afin d'en constituer une sorte de barrière défensive pour protéger Leningrad et le reste du pays. Là encore, pendant 1 an, pas énormément de changements, même si la Lettonie, officiellement, est une république socialiste soviétique. Le 14 juin 1941, arrive enfin cette fameuse déportation dont je viens de vous parler. 5000 ennemis du peuple sont condamnés au camp de travail et leurs familles, femmes, enfants, sont relégués dans les villages sibériens. Ironie du sort, à peine une semaine après, c'est l'Allemagne nazie qui envahit l'URSS et la Lettonie, l'un des pays les plus à l'ouest de l'URSS, est envahie en à peine quelques semaines. Il faut avouer que pour la population lettonne, voir arriver les Allemands n'a pas été perçu comme une catastrophe. Finalement, les Allemands les débarrassaient du pouvoir soviétique honni. Et beaucoup de Lettons, hormis la minorité juive dont je parlais, a collaboré. Cette collaboration s'est manifestée de manière très différente et je ne vais pas l'exposer maintenant. Ce qui est important, c'est que dans l'URSS non occupée, les autorités soviétiques se rendent compte de cette collaboration et perçoivent très vite le pays comme un pays de traîtres, un pays qui a trahi collectivement la cause soviétique. Si bien que quand l'armée rouge revient en 1944-1945, elle est face à un territoire hostile, un territoire dont beaucoup de Lettons ont fui vers l'ouest pour éviter parfois une juste répression, un territoire aussi qui manifeste beaucoup de suspicions envers le pouvoir soviétique, et cette suspicion est réciproque. S'ensuivent à peu près 4 années d'une soviétisation difficile, hésitante, qui se termine en 1949 par une méthode bien radicale de
contrôle du territoire, déjà expérimenté avant, la collectivisation des terres et la déportation des koulaks, ces fameux paysans riches, en Sibérie. Ma thèse s'arrête donc sur cette date-là, et elle couvre ces 10 années du début de la guerre à la radicalisation de la soviétisation, qui me paraissent être 10 années fondamentales pour l'Europe de l'Est. Pour finir, j'aimerais dire que l'intérêt que j'ai porté à la Lettonie, et plus généralement l'intérêt que je porte à l'Union soviétique, car finalement, je le répète, la Lettonie est un exemple de ce qui a pu se passer dans les marges occidentales de l'URSS, cet intérêt était avant tout politique. Je me posais des questions sur les outils, sur la façon dont un pouvoir tel que l'URSS stalinienne pouvait s'étendre dans des marges qui lui étaient profondément hostiles. Parmi ces outils, la répression, dont j'ai déjà parlé, mais aussi, et c'est le contraire de la répression, la capacité à se faire des alliés, à promouvoir des catégories sociales, à trouver au sein même de la population les fameux amis, les fameux piliers du régime. Au cours de cette thèse, j'ai eu plusieurs surprises. Et la première, c'est évidemment l'importance de l'humain qui est au cœur de ce processus de soviétisation. J'ai parlé des déplacements à l'Est, j'ai parlé des déportations. Je voudrais aussi noter l'importance de l'évacuation de 50 000 Lettons qui ont eu le temps de fuir juste avant l'arrivée d'Hitler. J'aimerais aussi parler de ces 150 000 Lettons qui ont fui l'armée rouge et qui ont fini par émigrer au Canada, aux États-Unis, en Australie, via l'Allemagne. Toutes ces migrations concernent à peu près 400 000 personnes dans un pays qui en faisait à peu près 2 millions avant la guerre. Et elles m'ont semblé fondamentales pour comprendre la période, pour comprendre aussi la spécificité de ces marges européennes qui sont tiraillées entre l'Est et l'Ouest, pour comprendre aussi tous les effets du stalinisme et du nazisme dans ce pays. Je voudrais dire que ces deux aspects de ma thèse, je les relie nécessairement à ce qui se passe en ce moment et dont nous sommes tous témoins en Europe de l'Est et ailleurs. Les phases d'expansion du régime stalinien me semblent indispensables pour comprendre ce qui se passe actuellement.